Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, quelques minutes de retard pour des problèmes techniques. J'espère que vous m'entendez bien désormais et que tout est bon pour vous. On va rattraper ce retard. Donc, en tout cas, merci d'être là. Vous êtes nombreux à avoir souhaité participer à ce webinaire. On est vraiment content de ça. Et donc, ça prouve l'intérêt du sujet pour vous, installateurs. Et donc, cette présentation, elle va durer 45 minutes, donc 15 minutes de questions à peu près. Et elle va être en 5 temps. Donc d'abord, on va parler de tout ce qui est contexte et enjeu sur l'énergie. Donc vraiment le marché de l'énergie, ce qui se passe en ce moment et comment ça peut influer nos métiers aujourd'hui. Derrière, on va parler de nous à boîte, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut vous aider sur ces sujets-là. De l'approche méthodologique, c'est-à-dire comment on s'y prend pour traiter des projets comme ça, avec des valorisations un peu complexes de centrales. Un retour d'expérience sur 2 cas d'études, un cas d'étude plutôt agricole, un cas d'étude plutôt tertiaire, et enfin une session de questions-réponses pour vous permettre de vous exprimer et de lever des questions qui ont pu émerger pendant la présentation. Donc tout d'abord, on va parler du contexte et enjeu, et avant de parler des contextes et enjeux, on va reprendre un petit peu d'historique. 3 dates importantes. 2002, tarif d'achat de vente totale. Donc c'est comme ça à l'époque qu'on valorisait les centrales de production, notamment solaires et uniquement. 2017, introduction de l'autoconsommation, et ça s'est fait au moment où le coût de production devenait inférieur au coût de soutirage au réseau. Mais quand on parle de coût de soutirage au réseau, on parle du coût complet de soutirage, c'est-à-dire celui qui intègre à la fois la part énergie, le réseau, les taxes, la TVA, etc. Et la question, c'est 2024, qu'est-ce qu'on fait comment on aborde aujourd'hui le marché. Déjà, il y a 3 paramètres à prendre en compte sur ce contexte et sur ce marché qu'il faut bien connaître et avoir en tête. Le premier, c'est le coût de production. Le coût de production, on va dire la part énergie de la facture. La part énergie de la facture. Donc là, on a pris un exemple, mais pas que, qu'on retrouve sur l'énergie, sur le prix au détail de l'électricité, que vous devez déjà vous observer aujourd'hui sur vos études. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur beaucoup de clients, notamment sur des clients qui sont en 4 cadrans, donc heure pleine hiver, heure creuse hiver, heure pleine été, heure creuse été. En fait, on observe une variation de prix qui est forte, qui est aujourd'hui déjà forte. Et cette variation de prix, elle est importante puisque souvent, on se retrouve avec un tarif de vente de surplus, donc d'une installation solaire typiquement, qui va être entre les deux, entre des heures creuses été par exemple et des heures pleines hiver. Et donc, en fait, on va se retrouver à des périodes, en fait, à se dire, OK, il y a certaines périodes où autoconsommer, ça me fait perdre de l'argent. Et pourquoi c'est important de d'ores et déjà intégrer ça dans ces modes de valorisation? C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er août 2024, on a la généralisation des contrats de type été-hiver avec des 4 cadrans, même pour les plus petits abonnements. Donc ça va arriver très vite et ça va se généraliser. Et c'est d'autant plus vrai que si on regarde l'évolution des prix sur les marchés de l'énergie, donc après la crise énergétique où on atteint des sommets, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment si on regarde là, on a pris les données de vendredi, donc voilà, il y a quelques jours. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en journée, vous avez un prix là à vendredi qui était à 0, comme beaucoup de jours ces temps-ci. Et vous avez des pics. Donc 2 phénomènes à regarder ici. Le premier, c'est forte variabilité du prix de l'électricité. Deuxième paramètre à retenir, c'est que le prix est de plus en plus bas. Et donc, on va avoir des périodes comme ça, on le sait dans le futur énergétique, en fonction des surcapacités ou des sous-capacités qu'on pourra avoir, on va avoir une variation des prix qui peut impacter fortement le modèle d'affaires de l'autoconsommation en lui-même. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est sur le prix de l'énergie. Maintenant, je vais prendre un deuxième aspect qui est sur le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc ça, c'est un deuxième paramètre qu'on a dans le contexte, c'est de se dire, OK, quand je fais de l'autoconsommation, et que ce n'est pas de l'autoconsommation, on va dire, individuelle, si je fais de l'autoconsommation, que ce soit dans un cadre d'autoconsommation collective ou que ce soit dans le cadre d'un corporate PPA, je vais devoir m'acquitter pour livrer cette énergie, un peu comme si vous aviez des frais de livraison, je vais devoir m'acquitter en fait d'un coût d'utilisation du réseau public d'électricité. Et en fait, ce qui est important de regarder sur ce coût-là, c'est que de la même façon que le prix de l'énergie, il est aussi très fortement corrélé aux périodes de l'année et au type de tarif. Donc là, on n'a pris que 4 tarifs, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Et donc, là, on s'aperçoit qu'on peut avoir un facteur 7 sur cet exemple-là.
entre livrer des kilowattheures, typiquement en autoconsommation collective, en heure creuse saison basse ou en heure pleine saison haute, bah, vous voyez bien que le coût résiduel pour le consommateur, il n'est pas du tout le même. Et ça va être très important. Ça va être très important pour le consommateur de dire, OK, quelle tarification TURP il faut prendre en considération, et comment on calcule les modèles économiques pour savoir quelles sont les économies réelles que va pouvoir faire le consommateur. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Et ce paramètre-là, il va encore évoluer, et il va notamment évoluer, parce que là, actuellement, on est dans le TURP 6, on va passer au TURP 7 l'année prochaine, et toutes les discussions vont vers un renforcement de cette disparité de coût du TURP en fonction du lieu, de la zone, de la période temporelle à laquelle on va livrer cette énergie. Donc, deuxième composante à bien retenir, la première c'était l'énergie, là c'est la part réseau, même aspect, forte variabilité sur le coût réseau. Troisième aspect, et donc la facture, la facture c'est l'énergie, c'est le réseau, et un troisième aspect c'est la fiscalité. Et du coup, la fiscalité, les obligations, on voulait aborder deux sujets, donc de manière plus simple. Bon, le premier, c'est une opportunité, c'est l'obligation de solarisation. Je pense que les parkings, les bureaux, les entrepôts, beaucoup d'entre vous suivent ça avec précision. Et aujourd'hui, c'est une opportunité, ça change beaucoup de choses, ça change la manière de faire du solaire. Et un deuxième aspect, par contre, qui est souvent oublié, c'est sur les autoproducteurs. Sur les autoproducteurs, donc là, on parle d'autoconsommation individuelle. Il faut se rappeler que le droit d'accise, il est dû, donc les taxes sur cette électricité, il est dû, mais aujourd'hui, il est fixé à 0 € du mégawattheure. Donc, quand on fait un modèle d'affaires sur 20 ans, dire qu'on est exonéré à 100% sur l'autoconsommation individuelle, c'est pareil, c'est assez optimiste, même si c'est la fiscalité actuelle. Voilà, il faut savoir que on n'est pas exonéré, il est juste fixé à 0 € et il pourrait bouger demain assez rapidement. Donc, voilà sur le contexte. Donc, maintenant, la question, c'est, OK, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour faire des projets? Comment on fait en sorte que ça soit le plus simple possible pour le client, pour faire en sorte qu'on fasse des centrales, pour qu'ils autoconsomment cette énergie, pour faire de la vente? C'est là où nous, on essaie de vous aider, de jouer un rôle là-dessus, donc la société Upboîte. Donc nous, on a deux expertises clés. On a une première expertise, elle est sur tout ce qui est système électrique intelligent, on va dire, tout ce qui est marché de l'énergie, tout ce qui est réseau. Donc, c'est une première expertise qu'on a. Et notre deuxième expertise, elle est beaucoup sur le digital. On travaille beaucoup sur les outils digitaux pour simplifier les processus, pour simplifier la compréhension de tous ces sujets, pour faire en sorte qu'on continue à déployer de manière massive du solaire en France. Et donc, nous, on va vous aider à faire globalement deux choses. On va vous aider à favoriser l'autoconsommation. Déjà, c'est le premier aspect. Et pour l'autoconsommation, on parle d'autoconsommation individuelle, nous, on va être capable de vous accompagner pour mettre en place des opérations d'autoconsommation individuelle, collective ou à travers des corporate PPA. Et tout ça de manière dynamique. Quand on dit dynamique, c'est aussi cette notion de cette capacité à se dire à quel moment on va autoconsommer l'énergie, à quel moment ça ne vaut pas le coup de l'autoconsommer, comment on va faire ça. Du coup, on a des méthodes et des outils pour faire ça. On va en présenter de manière un peu succincte juste après. C'est le premier aspect qu'on permet. Donc ça, très intéressant pour des gens qui sont sur des approches multi-compteurs. Je pense beaucoup à des supermarchés, je pense beaucoup à du tertiaire, des choses comme ça qui ont plusieurs compteurs qui leur appartiennent. Et après, au-delà de ça, on permet de faire de la vente locale. C'est-à-dire on permet de vendre en direct à des tiers en complément de la vente marché, qu'elle soit en obligation d'achat ou pas. On va permettre, par exemple, à un entrepôt agricole de vendre à proximité, à une collectivité et de vendre son énergie à des tarifs qui vont être supérieurs à ce qu'il peut avoir en obligation d'achat, mais pour le consommateur, ça sera inférieur à ce que lui paye sur le marché. Et le gros avantage de ces ventes locales, c'est qu'on est capable de faire des contrats avec des durées très très longues. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des contrats avec des engagements de 10 ans, 15 ans, qui ont un double avantage. Un avantage pour le consommateur, c'est parce qu'il se sécurise, mais aussi un avantage pour le producteur, parce que ça lui permet de trouver des relais de financement de ces centrales de production. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces opérations-là? Donc, nous, on n'est pas installateur, on n'est pas le producteur, donc on ne détient pas la centrale, on n'est pas le consommateur, on est vraiment cet intermédiaire. Et on va vous aider à faire plusieurs choses. On va vous aider à dimensionner, à évaluer les opérations, on va vous aider à créer les opérations, et après, on va vous aider aussi à suivre les opérations, c'est-à-dire à bien vérifier au cours du temps que les opérations sont bonnes,
sont efficaces et permettent une optimisation parfaite de la production d'énergie et de la valorisation optimale. Donc maintenant, on va passer à une approche un peu plus méthodologique pour vous montrer un peu des outils qu'on utilise et pour vous faire toucher du doigt un peu la manière d'opérer et comment on peut vous aider. Donc le premier outil qu'on va vous montrer, c'est ce que nous on appelle l'analyse d'opportunité. Donc c'est un outil qui nous est propre et sur lequel en fait on a la capacité de faire des modèles avancés à la fois d'autoconsommation et de valorisation locale de l'énergie. Donc je vais vous faire une petite démonstration vraiment rapide où on va dire là dans ce cas-là je vais avoir qu'un seul producteur. Donc vous voyez par exemple on va prendre une centrale de 100 kW avec deux petits paramètres d'orientation et inclinaison, situé pas loin de là où il y a nos locaux, donc sur le site de Savoie Technolac à proximité de Chambéry. Et donc une fois qu'on a défini le producteur, donc on aurait pu en définir plusieurs, on va en définir qu'un dans ce cas-là. Et là, donc là typiquement on est sur un bâtiment tertiaire, on a une centrale d'une centaine de kilowatts. On va définir des consommateurs. Donc les consommateurs, c'est des compteurs en fait qui vont consommer cette énergie-là. Pour cet exemple-là, je vais en définir 4. Le premier que je vais définir, je vais l'appeler commun, comme si c'était un bâtiment tertiaire et qu'on injectait en autoconsommation individuelle sur les communs. On va dire une consommation de 40 000 kWh. Et donc, vous voyez quel type de consommateur pour les communs, on va être en ACI, donc autoconsommation individuelle. Donc, ça veut dire que ce compteur-là, il va prioritairement consommer ces kilowattheures. Le deuxième compteur, on va appeler ça ma PME. Et celui-ci, c'est un deuxième compteur dans le bâtiment. Donc celui-là, je vais le livrer en autoconsommation collective. Mais c'est bien de l'autoconsommation. Quand j'appelle autoconsommation, ça signifie que le producteur et le consommateur sont la même personne. Donc on se livre à soi-même, même si c'est un deuxième compteur. Donc c'est un deuxième compteur. Et là, on peut imaginer deux compteurs supplémentaires. On va l'appeler PME1. Donc imaginez, vous avez deux voisins auxquels vous voulez céder de l'électricité à un bon prix et sur de la durée. On va en prendre un qui consomme à peu près 150 000 kWh, un autre qui va consommer, on va dire, 30 000 kWh. Et eux, ils ne seront pas en autoconsommation collective, typiquement. Là, dans cet exemple-là, on va être en vente locale. Et la vente locale, donc on leur propose un prix d'achat, mais toujours avec un mode de livraison d'autoconsommation collective, on va dire, pour ces deux compteurs. Une fois qu'on a fait cette opération-là, l'outil automatiquement il va calculer la production, il va calculer des profils de consommation pour ces différents consommateurs. Donc on n'est pas allé dans le détail pour la construction des profils de consommation. Mais à partir de ça, il va faire des calculs d'autoconsommation avancés et ça va nous permettre de déterminer les répartitions d'énergie. Et ces répartitions d'énergie, elles dépendent non seulement du mode d'autoconsommation, mais du choix de répartition sur lequel on a opté. Donc là, typiquement, on a une consommation sur les communs. Donc vous voyez, donc là on a la production. Donc ce que vous voyez la boucle ici, c'est la partie autoconsommation individuelle, c'est ce qui va être pris sur les communs. Après, dans ce schéma de répartition, on va d'abord livrer sa PME de manière prioritaire. C'est-à-dire qu'en priorité, on envoie vers le compteur qui appartient à sa petite entreprise. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et une fois qu'on a autoconsommé cette énergie, derrière, on va livrer les deux PME, nous ce qu'on appelle le livrer de manière égalitaire, c'est qu'on envoie en parallèle à ces deux compteurs supplémentaires qui vont permettre d'autoconsommer une partie de cette énergie, donc sous forme de contrat direct entre le producteur et ses deux consommateurs. Et ce n'est que le complément, enfin que le surplus ultime qui va partir sur le marché en EDF-OA. Donc ça, le mode de répartition qu'on a choisi. Et donc ça permet deux choses. Ça permet déjà, sur un cas d'étude comme ça, vous voyez bien, en quelques clics, on va arriver très rapidement à comprendre la part autoconsommée, à se faire un schéma visuel, de voir comment se passe l'autoconsommation, la part vendue, etc. Et à partir de ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer, on va évaluer des scénarios. Donc là, typiquement, je vous propose d'évaluer deux scénarios. On va un premier scénario qu'on va appeler UpWatt, un deuxième scénario qu'on va appeler classique. Et ces deux scénarios, qu'est-ce qu'on va faire? On va les comparer d'un point de vue technico-économique. Et typiquement, le scénario classique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je ne fais pas d'autoconsommation ni collective, ni de vente à des tiers. Donc, c'est vraiment autoconsommation individuelle. Et donc, je compare un scénario d'autoconsommation individuelle que j'aurais pu avoir, que vous avez certainement l'habitude de faire aujourd'hui, typiquement sur un bâtiment tertiaire, avec un scénario avancé de ce type-là,
où j'ai à la fois de l'autoconsommation individuelle sur les communs, de l'autoconsommation collective attachée à ma PME et de la vente locale à ces deux PME 1 et 2 avant de vendre le surplus ultime sur le marché EDF. Bon, ben, qu'est-ce qu'on observe sur ce schéma-là, hein? Donc, on y reviendra sur des cas d'études plus précis où je vous montrerai les données économiques, mais en tout cas, ce qu'on voit, on voit deux paramètres qui apparaissent rapidement. C'est un, on va augmenter la rentabilité des projets, donc le taux de rentabilité va augmenter significativement et rapidement. Et deux, on va augmenter les niveaux d'autonomie, puisqu'en fait, on aura autoconsommé pour soi-même une plus grande part d'électricité. Et donc, bah, c'est ces exemples-là qu'on va vous montrer juste après, à travers des cas d'études concrets, mais pour vous montrer la suite du scénario. Donc là, par exemple, on fait des études comme ça ensemble. On se dit, OK, ben, ça vaut le coup, etc. On va le lancer. Pour vous montrer le processus et la simplicité du processus, on va partir sur deux aspects. Ben, le premier, c'est, OK, qu'est-ce que vous, installateur, on va vous demander pour créer une communauté de ce type-là? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va vous envoyer un formulaire. Donc, c'est un formulaire en ligne, hein, que vous pourrez compléter. Vous allez recevoir ça. Donc, et vous, en tant qu'installateur, on va vous demander de mettre vos coordonnées d'installateur. Hein. On va vous demander d'écrire le nom de cette opération, de cette opération d'autoconsommation avancée que vous allez mettre en place. Date de démarrage souhaitée, etc. Et après, en fait, on va vous demander de lister les participants. Et on va vous demander de lister les participants quoi? On va vous demander de lister les participants de type consommateur. Vous allez mettre nom, prénom, email pour chacun des consommateurs. Donc, disons qu'on met un consommateur. La même chose pour les producteurs. Voilà. Et là, vous allez déterminer le type de centrale, la puissance, etc. Et à partir de ça, enfin, plus un élément qui est lié à la répartition, vous, en tant qu'installateur, c'est la seule étape que vous allez faire. Une fois que vous allez faire ça, nous, derrière, on va prendre contact avec les différents participants de cette opération et on va leur envoyer à eux un formulaire, à chacun des participants, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Ils vont recevoir un formulaire et de la même façon, ils vont pouvoir se rattacher à une communauté, ils vont pouvoir décrire leurs informations techniques, tout ce qui est juridique pour se rattacher à une personne morale organisatrice s'il y a besoin, les autorisations d'accès aux données Enedis, etc. Et on peut même intégrer un paiement sur cet environnement-là. Et d'un point de vue participant, donc qu'ils soient producteurs ou consommateurs, c'est le seul formulaire qu'ils rempliront. Donc avec 2 signatures, ils remplissent 2 formulaires et c'est parti. Une fois qu'ils ont fait ça et une fois que chacun des participants aura rempli, derrière, on va avoir une deuxième étape qu'on va valider avec vous. On va arriver sur une étape supplémentaire en fait qui est un formulaire. Donc l'intégralité des données qui vont être renseignées, donc à la fois par vous sur le premier formulaire et par l'ensemble des participants, ça va se retrouver ici hein, sur un formulaire de ce type-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vérifier avec vous. Voilà, on va vérifier ce formulaire avant de générer typiquement la documentation qui va être transmise à Enedis pour mettre en œuvre l'opération. Et une fois que cette opération elle est partie, donc là ça devient un peu comme une demande de raccordement. Hein. Les données elles partent à Enedis, on travaille, on fait l'opération nécessaire, on la met en place, on ouvre les environnements digitaux et les participants de l'opération, ils vont se retrouver sur un environnement de ce type-là. Voilà, ils vont recevoir un mail en disant « Ok, c'est parti, votre opération d'autoconsommation avancée de vente locale est en opération. » Et donc, on se retrouve sur notre environnement logiciel où ils pourront, typiquement, on pourrait plus en détail, mais en tout cas, ils pourront voir qu'est-ce qui est fait de leur énergie, quelle part est autoconsommée, quelle part est vendue en local, en tant que consommateur, quelle est leur part d'autoconsommation, quels compléments ils prennent du réseau, etc. Donc, ils verront tout ça. Donc voilà pour vous remontrer cette méthodologie et pour revenir sur un aspect, c'est pour vous montrer qu'en fait, ces opérations-là, malgré la complexité qu'il y a derrière, ça peut se faire de manière très rapide et plus simple que ce qu'on pense. Donc on va revenir à 2 cas d'études pour illustrer la valeur ajoutée de ces éléments-là. Donc un premier cas d'étude, donc par rapport à des centrales existantes que vous pouvez avoir, qui est typiquement un 300 kW agricole en vente totale. Donc le cas classique, vous avez un tarif 100-500 kW, vous valorisez en vente de surplus. OK. Donc la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux sur ces centrales-là? En fait,
le premier aspect que vous pouvez faire mieux, c'est valoriser en autoconsommation une partie de cette électricité. Et c'est pas parce que la centrale est existante, et deux, qu'elle est raccordée en injection de la totalité que vous n'allez pas pouvoir le faire. Oui, on peut modifier des centrales existantes et on peut arriver à mettre en place sur un compteur d'injection de la totalité des modèles d'autoconsommation type collective a posteriori. Donc, premier aspect, premier cas d'étude, une centrale de 300 kW qui produit 1200 kWh par kW crête, un prix d'énergie à 20 centimes, une vente EDF-OA à 0,117 et une analyse sur 20 ans. Donc, je pense une des centrales assez classiques que vous pouvez avoir. Derrière, on va faire quoi? Sur cette centrale-là, typiquement, si elle est installée sur un hangar, il n'y a pas vraiment d'autoconsommation individuelle possible, puisqu'en général, elle a un compteur de livraison dédié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer sur son entreprise, qui est à proximité, et par exemple sur sa maison. Donc, typiquement, le cas agricole, ça, c'est des demandes qu'on a typiquement en cas agricole, c'est le cas classique. Deux choses à retenir sur cet exemple-là. Déjà, première chose à retenir, c'est que l'entreprise et la maison, ils sont mis en série. Donc, en gros, là, dans cet exemple-là, l'entreprise est apportée en priorité par rapport à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle paye son électricité plus cher. Mais ça pourrait changer dans le temps, il n'y a aucun problème. Et deuxième aspect à retenir dans ce cas d'étude-là, c'est qu'on voit bien que par rapport à la production de la centrale, en fait, le niveau d'autoconsommation reste relativement faible. Voilà. C'est souvent des cas où on va autoconsommer qu'une petite fraction de cette production solaire. Sur un cas d'étude comme ça, c'est assez intéressant de regarder la rentabilité. Donc là, on a comparé une rentabilité comment? On s'est dit, OK, la centrale, elle est déjà construite, donc il n'y a pas de coût d'investissement. On n'a rien à changer, juste on met en place notre solution UpWatt, qui va permettre de favoriser l'autoconsommation et qui va permettre d'optimiser la valeur ajoutée. On voit deux choses. Déjà, le premier aspect, c'est que c'est très vite rentable de mettre en place ce type d'opération. Sur des cas d'études comme ça, la rentabilité est vraiment très bonne. Et le deuxième aspect, c'est qu'on parle d'un projet qui, au début, n'avait pas d'autonomie énergétique. Donc, typiquement, le client agricole là, il faisait que de la vente totale, donc c'est un pur produit économique. Et là, dans ce cas-là, il arrive à une autonomie énergétique. En fait, il est capable d'approvisionner une part de ses besoins qui est non négligeable. Et ça, c'est assez intéressant comme cas d'étude sur deux aspects. C'est intéressant, pour des producteurs type agricole, un agriculteur qui investit, mais c'est des sujets aussi qui peuvent être intéressants pour typiquement des tiers investisseurs. Et pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, souvent, quand vous voulez louer un foncier, la question, c'est quelle valeur a la location du foncier? Vous avez des gens qui sont intéressés, puis vous avez des gens qui vous disent non, c'est pas assez, ça m'intéresse pas. Dans le cas d'un tiers investisseur, vous pouvez imaginer non seulement lui dire OK, on vous loue le foncier, mais en plus, on peut vous faire accéder à de l'énergie à un prix donné que vous définissez entre vous, qui peut être le même prix que vous vendez à EDF-OA. Et ça, c'est très intéressant parce que ça apporte de la valeur ajoutée complémentaire à des propriétaires de foncier, puisqu'à la fois, ils ont un modèle économique qui est intéressant, mais ils ont aussi une certaine souveraineté énergétique sur leur consommation. Et ça a de la valeur. Et ça peut vous permettre, en fait, de conclure des affaires. Deuxième cas d'étude qu'on vous montre, on va vous montrer le cas d'étude tertiaire. Typiquement, celui qu'on a vu tout à l'heure en démo, on va vous mettre en chiffres et vous l'illustrer là. Donc, typiquement, une centrale de 100 kW, 1100 heures de productible, toujours pareil, prix de l'énergie à 20 centimes, une vingtaine de pourcents d'autoconsommation individuelle, 75% d'autoconsommation sur le collectif. Donc voilà, on arrive à autoconsommer une grosse partie. Une vente locale qu'on fait à 0,11. Donc quand on propose une vente locale, c'est-à-dire c'est à quel prix on va vendre à des tiers. Donc 0,11, c'est un tarif moyen aujourd'hui qui est proposé dans des modes d'autoconsommation collective ou typiquement de CPPA. Et après, une vente EDF-OA, donc le surplus ultime, il est à 7,81 centimes d'euros du kilowattheure. Donc ça, typiquement, cas d'étude vraiment classique tertiaire, on en a eu pas mal des comme ça. Le schéma qu'on vous a montré tout à l'heure, autoconsommation individuelle sur les communs, on livre à son entreprise, le surplus part sur la PME 1 et 2, et finalement le surplus ultime va chez EDF-OA. Voici ce qu'on peut avoir. Donc là, dans ce cas d'étude,
on compare deux scénarios avec investissement. Donc, on imagine que la centrale n'est pas encore construite. Donc, on va construire la centrale. Et pareil, dans ce cas-là, on observe deux choses. Donc là, c'est le point de vue producteur. C'est non seulement on a, d'un point de vue producteur, c'est mieux. Pour les compteurs qui appartiennent aux producteurs, donc à la fois son compteur de ma PME, ça améliore sa rentabilité. Mais en plus de ça, et c'est pas visible sur ce graphique-là, on n'a pas mis les graphiques qui concernent la vente locale, mais ça apporte de la valeur aussi pour la PME qu'on appelait PME 1 et PME 2. Ça leur apporte une énergie à prix compétitif. Et donc, on ne voit pas la valeur générée, mais elle est encore au-delà de ce qu'on vous montre sur ces graphiques. Donc voilà, donc ces modèles-là, c'est pour vous montrer que, nous, en tout cas, on peut vous accompagner pour les mettre en place, on peut vous aider à les mettre en place. Et vous verrez qu'en fait, ça a beaucoup de valeur assez facilement et c'est assez transparent pour vous pour les mettre en place. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est que de plus en plus, c'est des modèles qui vont être de plus en plus différenciants pour vous, installateurs, parce que ça permet d'arriver sur un dossier et pas juste d'être positionné sur OK, c'est quoi le coût d'investissement juste de la centrale. Vous travaillez, vous améliorez la valorisation, vous améliorez le revenu généré. Et donc, on voit de plus en plus, en tout cas, des dossiers comme ça qui arrivent à se différencier sur des modes avancés, qui apportent plus de valeur à la personne qui veut investir sur la centrale en tant que producteur. Donc voilà pour ces deux cas d'études. Donc maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses s'il y en a. Et donc, on va regarder ça. Alors, n'oubliez pas, il y a un chat et des questions. Et donc voilà, si vous avez des questions, bien les mettre dans l'onglet questions. Donc on va commencer. Quand intervenez-vous ou devez-vous intervenir dans le processus d'installation pour un nouveau projet? Alors, en général, quand on fait les études, les analyses d'opportunité, on intervient au moment où vous allez avoir la première, une démarche, on va dire la deuxième démarche commerciale auprès du client, et que vous voulez typiquement qu'on vous aide. Nous, il faut savoir que ces cas d'études-là, à titre commercial, en fait, on vous aidera à faire les premières études pour dégrossir le sujet et voir s'il y a un intérêt. Et ça vous permet d'envoyer quelque chose au client sans avoir généré de coûts immédiats. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Si on intervient tard pour des nouvelles installations, ça sera au niveau de la demande de raccordement. Alors le simulateur à ce jour, il n'est pas disponible pour les installateurs. C'est vraiment nous qui accompagnons les projets. Donc voilà, on a déjà eu la demande, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On préfère vous aider à vous mettre en place. Et après, au fur et à mesure que des collaborations naissent, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème pour aborder ce sujet. Est-ce que la simulation prend en compte la présence de batteries sur site consommateur ou producteur? Alors, pas dans le simulateur que vous voyez là. Donc, on sait le faire, mais pas dans ce simulateur tel quel. En revanche, ça va arriver très très vite sur la feuille de route pour l'intégrer dans les outils avancés de simulation. Est-ce que plusieurs membres de l'opération peuvent financer une même installation PV sur le site du producteur et en bénéficier comme consommateur? Oui. Alors ça, c'est un cas d'étude qui est classique et c'est le gros avantage. Et voilà. Et on a déjà le cas même dans le tertiaire. Vous pouvez avoir donc un co-investissement sur la centrale et derrière, en fait, nous, on va gérer notamment la manière de répartir l'énergie pour faire en sorte que ça corresponde bien au tantième de l'installation. Et donc, on a même un cas là qu'on est en train de travailler sur un tertiaire où en fait la centrale va être achetée par l'ensemble des copropriétaires au moment de l'achat des logements. En fait, ils bénéficieront en fait, si vous voulez, d'un package où ils auront à la fois, ils vont acheter leur mètre carré de bureau, mais ils achèteront une partie de centrale et ils bénéficieront de cette énergie. Y a-t-il des cas où la mise en place de ce type d'opération n'est pas possible? Alors, il y a certains contrats, donc plutôt des vieux contrats de vente sur le marché. Donc, vous voyez, quand on parle d'obligation d'achat typiquement ou de vente sur un marché libre, on peut avoir des contrats qui vous empêchent en tout cas qui vous demandent que l'intégralité de la production soit vendue. Donc voilà, c'est ça qui peut être bloquant.
Sinon, il n'y a pas d'autres blocages particuliers. Pouvez-vous montrer la plateforme de suivi de consommation pour les participants? Alors, on vous a montré un aperçu très rapide. Ça, ce que je vous propose pour, voilà, si on veut continuer la démo, vous n'hésitez surtout pas, on mettra nos coordonnées après. Et on peut vous faire des démos privées sans problème où on est un peu moins superficiel. Vous n'hésitez surtout pas. Et on mettra, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Hop, nous contacter. Et comme ça, vous l'avez. Très très intéressant. Est-ce que vous avez une offre en marque blanche? Pas pour un installateur, mais pour un opérateur distinct. Non, nous n'avons pas d'offre en marque blanche à ce jour. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à se rapprocher de nous, on peut en discuter. Dans une communauté d'énergie, qui s'occupe de la facturation des flux dans la répartition d'énergie? Le producteur? Alors, oui, aujourd'hui dans la facturation. Alors, il peut y avoir des mandats de facturation ou de règlement qui peuvent être mis en place. Ça, c'est pas un souci, mais en tout cas, d'un point de vue légal, c'est bien le producteur qui va facturer des kilowattheures au consommateur en direct. Donc, c'est vraiment un contrat de gré à gré entre le producteur et le consommateur. C'est le producteur qui trouve le consommateur ou vous. Comment définir le prix de vente? Alors, aujourd'hui, c'est les opérations entre producteurs et consommateurs. Donc, on a une base de données. Typiquement, on enrichit tous les jours. Et on commence à avoir pas mal de points de producteurs ou consommateurs qui sont intéressés. Mais dans 95% des cas aujourd'hui, c'est plutôt des producteurs et des consommateurs qui se trouvent eux-mêmes. Donc voilà, et souvent avec des tiers de confiance. C'est des modèles qui sont récents, donc il y a vraiment besoin d'avoir cette relation de confiance. Après, pour la définition du prix de vente, nous, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider à définir un prix de vente qui peut être juste, voilà, entre le producteur et le consommateur. Et pour ça, on peut apporter des simulations techniques économiques qui montrent à la fois la valeur générée pour le producteur et pour le consommateur. Alors, je continue, on a encore un petit peu de temps. Y a-t-il une limite géographique? Alors, la limite géographique, si on parle d'autoconsommation individuelle, elle est limitée au compteur. Donc, elle est limitée, la limite, en fait, elle est vraiment physique aux infrastructures électriques. Donc, il faut être branché sur le même compteur, sur le même départ. Si on parle d'autoconsommation collective, aujourd'hui, il y a une limite géographique, en effet, qui est de 2, 10 ou 20 km selon la zone où on est, la zone de densité. À savoir que 2 km, c'est acquis, 10 ou 20 km, c'est soumis à dérogation. Mais en gros, on va parler de zones semi-urbaines, voire rurales, pour aller au-delà de 2 km. Et en revanche, si on parle des corporate PPA, on n'a pas de limite géographique aujourd'hui sur les corporate PPA, si ce n'est la France métropolitaine. On n'a pas encore de choses bien calées pour aller en dehors des frontières aujourd'hui au niveau européen. Une communauté est-elle limitée en nombre de producteurs-consommateurs? Non, il n'y a pas de limite en termes de nombre de personnes. En revanche, il y a quand même des limites qui existent, typiquement sur l'autoconsommation individuelle. 1 mégawatt, c'est la limite, on va dire, d'exonération complète d'énergie. Voilà. Au-delà, il faut payer certaines taxes. Pour l'autoconsommation collective, on ne peut pas livrer plus de 3 mégas, même si c'est des choses qui ont bougé dans le passé et qui pourraient être amenées à rebouger encore dans le futur. Et encore pour être PPA, on n'a pas de limite sur ces communautés d'énergie, en termes en tout cas de puissance producteur, même s'il y a une limite quelque part qui existe, qui est à 240 gigawattheures. Donc voilà, on n'en parle pas souvent parce qu'elle est assez énorme. Sur une commune, nous avons déjà un producteur avec X consommateurs. Quelle est aujourd'hui votre valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà? Alors, j'ai pas tout à fait compris toute la question. On a un producteur avec X consommateurs. La question, alors là, sur ce sujet-là, il faudra aller regarder peut-être plus en détail de quoi on parle, comment ils sont livrés, etc. Donc ça, je vous invite à nous contacter pour évoquer ce sujet-là, pour analyser un peu si on peut faire des choses ou pas sur des sujets.
Vous faites également des opérations avec de l'hydrolien, centrale hydraulique. Alors oui, les opérations, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un gros attrait sur le solaire, notamment parce que le contrat de vente en obligation d'achat, il est parfaitement compatible avec les différents modes de valorisation avancés. Mais en revanche, en effet, alors l'éolien travaille beaucoup sur le sujet et il devrait y avoir des choses qui sortent sur le sujet, et l'hydraulique aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. En fait, on appelle ça des communautés d'énergie renouvelable. Donc, c'est des opérations avancées, voilà, dès qu'on fait ça. Les seules contraintes qu'on a au niveau législatif, après, il y a le référentiel technique, mais si on regarde un peu plus haut niveau sur les décrets européens, etc., la seule contrainte, c'est que ce soit des énergies renouvelables. Alors, sur quelle région intervenez-vous? Corse. Alors, on intervient en France métropolitaine à ce stade. Pareil, les ZNI, il y a des choses déjà faisables. Donc, à ce jour, on n'intervient pas. Mais ça pourrait changer rapidement. Ouais. Ok, alors il est 13h40. Je pense. Alors, on va faire un petit tour sur le. Je vais faire un petit tour sur le slide. Hop. Alors Bertrand Moulin qui nous dit qu'il faut se préparer à la flexibilité des tarifs comme en Allemagne. Tout à fait d'accord avec ça. Et fin de l'Eldorado du S21. Voilà. Oui, on est d'accord. Tac. Le simulateur est disponible où? En nous contactant. Donc, alors vous avez vu le lien, mais il est soumis à code. Tac. Donc voilà. Si on peut faire des choses avec stockage, avec Siré, on est preneur. Tac. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Écoutez, en tout cas, voilà, vous avez notre contact, donc n'hésitez pas si vous avez de plus amples questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets ensemble, on sera ravis. Et pareil, sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, à titre commercial, on prendra vos sujets, on les analysera. Et si on n'a pas de valeur, on n'ira pas plus loin. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. J'espère que que vous avez appris des choses, que ça aura contribué à faire un pas de plus dans cette direction qui est certes de plus en plus complexe, mais passionnante. Donc voilà, alors évidemment, on vous fera suivre la présentation, vous recevrez un lien directement avec la vidéo notamment, et on vous joindra la présentation par mail avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.